La seconde partie de notre débat consacrée ce soir aux manifestations contre la loi travail, des manifestations qui ont à nouveau dégénéré, près de 1000 casseurs dans les rues de Paris hier, des casseurs qui s'en sont pris à des bâtiments publics et notamment à l'hôpital des enfants malades, à l'hôpital Necker dans le 15e arrondissement, ce qui a suscité l'indignation. Au moins 29 policiers, 11 manifestants ont été blessés, il y a eu une quarantaine d'interpellations. La CGT qui entend poursuivre la mobilisation et ce malgré les appels de Manuel Valls à l'arrêt ou en tout cas à une pause, c'est ce qu'a demandé Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti socialiste, qui a demandé une pause des manifestations. Le Premier ministre Manuel Valls qui a rappelé ce matin chez nos confrères de France Inter qu'il n'était pas question de retirer ce projet de loi sur la loi travail. On écoute Manuel Valls. Le gouvernement ne changera pas un texte qui est déjà le résultat d'un compromis avec les syndicats réformistes il y a déjà plusieurs mois. C'est un texte qui est bon pour les entreprises et pour les salariés. Céline Verzelletti, est-ce que vous comptez arrêter les manifestations ou tout au moins faire une pause comme le demande Jean-Christophe Cambadélis ? Bien, écoutez, hier, on était donc en manifestation. Il y avait 1 million de manifestants à Paris et sur toute la province, il y avait 1 300 000, ce qui est énorme. Ça veut dire que le mouvement ne s'essouffle pas et que les salariés sont toujours en désaccord, bien évidemment, avec ce que nous impose le gouvernement qui refuse toujours le dialogue. Et Manuel Valls... Sur les chiffres, Céline Verzelletti, je suis quand même obligée de donner les chiffres des autorités. Il y a pas un du grand tout les écart. mêmes. Tout à fait. Il y a un grand écart. Il y a un grand écart. En tout cas, par 10, c'est un énorme, là où on est d'accord, un énorme grand écart. Là, hein. Là où on est d'accord... Je donne à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je donne à nos téléspectateurs. 1 million, vous dites, à Paris. Les autorités françaises parlent entre 75 000 et 80 000 personnes à Paris. Voilà. Là où on est tous d'accord, c'est que cette manifestation, c'était là où on était le plus nombreux à Paris par rapport aux autres journées. Ça veut donc dire que le mouvement ne s'essouffle pas, bien au contraire. Est-ce qu'il va continuer ? Eh bien, il va continuer. À nouveau, ça dépendra donc de monsieur, par exemple, de monsieur Valls. Mais alors là, c'est sûr qu'il n'a pas donné un bon signe d'apaisement, puisque qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Il a dit, d'une part, qu'il ne changera pas et qu'il ne discutera pas sur le texte, puisqu'il ne bougera pas du tout sur le texte. C'est ce qu'il dit. Qu'éventuellement, il va interdire les manifestations, qu'il y avait moins de monde à cette manifestation, alors que c'est faux, même si on n'a pas les mêmes chiffres, tout le monde s'accorde à dire que nous étions plus nombreux, et non, que donc, il nous entend pas du tout. Donc, moi, je pense que ça aussi, on parlait de responsabilité. Il me semble que le Premier ministre, sa responsabilité, c'est d'apaiser la situation. Son discours ne l'apaise pas du tout. En fait, il dit deux choses. Plus qu'autre chose. Il jette de l'huile sur le feu. Il ne veut plus qu'on manifeste, mais il ne veut pas discuter du texte qui pose problème. Alors, elle est où l'issue ? Elle est où la solution ? Il a dit clairement qu'il ne reviendrait pas sur le texte. C'est quand même un problème. Moi, je vous donne la parole, Hervé Fourage, et aux autres. Est-ce que vous craignez pas quand même dans cette affaire que quand même l'image de la CGT soit sacrément abîmé. Même aujourd'hui, les Français ne vous suivent plus sur le retrait de la loi travail. Le dernier sondage dit que 53% des sondés ne soutiennent plus le mouvement contre la travail. Donc il y a un renversement quand même de la situation. Et quant à la CGT, et notamment l'opinion qu'ont les Français de votre chef Philippe Martinez, 67% des Français ont une mauvaise opinion de vous. Est-ce que ça ne risque pas aujourd'hui de se retourner contre vous après les images que l'on a vues hier dans les rues de Paris ? Mais justement, c'est pour ça que ça répond à la première question que vous aviez posée. Les casseurs et les images de violence ne servent pas à la CGT. Ça, c'est très clair. Par contre, elles pourraient servir au gouvernement et qui s'en sert d'ailleurs en disant, vous voyez, il y a des violences, donc il faut interdire les manifestations. Comment vous pouvez dire ça ? Eh bien, si, c'est ce qui se passe. Alors, attendez, je finis. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous m'avez posé une question. Il y a, en effet, il peut y avoir un retournement d'opinion sur les manifestations. Il y a un retournement d'opinion. Il ne pourrait pas y avoir. Il y a un retournement d'opinion. D'ailleurs, d'accord, qui font peur. Oui. Y compris sur la loi. Mais sur le projet de texte, il y a toujours une grande majorité de Français qui disent qu'il ne faut pas ce texte de projet de loi. Non. Donc il faudra dire aussi à Manuel Valls, bien sûr, Céline Verzelletti, il y a toujours... Odoxa, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Sondage Odoxa, sur le projet des sondés ne soutiennent pas le mouvement contre la loi. Non, je ne vous parle pas de ça. Du texte, vous parlez. Non, du texte. Il y a toujours 70% de personnes qui sont contre le projet de loi. 50%. Ça veut dire que Manuel Valls doit aussi entendre cette position-là de tous les citoyens. Et c'est bien Alberto le problème. Toscano, quel regard vous portez sur la CGT ? Parce qu'on dit, certains disent que la CFDT, justement, est un syndicat réformiste, que la CGT est peut-être le syndicat d'un autre temps, d'un temps ancien. En tout cas, c'est ce que disent ses détracteurs. Quel regard vous portez sur cette organisation syndicale ? En Italie, quand il y a eu le projet de loi du gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi,
qui est un peu le modèle de Manuel Valls quelque part. Au sujet de la réforme du travail, il y a eu une polémique sur ce texte de la part des 3 syndicats ensemble, en particulier des 2 principales. Ensuite, il y a eu une évolution et la CGIL, un peu la CGT italienne, a continué à polémiquer. La CISL, un peu la CFDT italienne, a dialogué avec le gouvernement et a trouvé une entente, un peu ce qui se passait en France. La différence par rapport à la France est que la CGIL, après ces polémiques et ces manifestations, a accepté la réalité, tandis qu'en France, la CFDT, grand syndicat, plus ou moins de forces équivalentes à la CGT, dialogue et fait un accord avec le gouvernement, et la position de la CGT est plus radicale. Donc, il y a, vu d'ailleurs, une division nette entre syndicats français, et vu d'ailleurs encore, on se demande, tout d'abord, si cette division va à l'avantage des travailleurs français, et j'en doute fortement. Et ensuite, si ces 2 syndicats, et jusqu'à quel point ces 2 syndicats sont réellement représentatifs de l'ensemble de travailleurs Alors, bon, ça, français. je vais tout de suite vous répondre. Je Ils représentent 8% des salariés. Voilà. 8% des salariés en France. Bah si, je suis désolée, ce sont les chiffres, c'est 8%. Et la CGT, dans ces 8%, représente 3%. Non, c'est le nombre d'adhérents, c'est pas ce qu'ils obtiennent aux élections professionnelles. La représentativité, elle ne se calcule pas au nombre d'adhérents, je suis désolée. Mais c'est quoi vos chiffres Mais c'est par rapport à ce qu'on obtient aux élections professionnelles, à savoir quasi 30%. C'est comme ça que se calcule la représentativité dans les organisations syndicales. Je suis désolée. Ou alors, si on fait pareil pour les partis politiques, si on regarde quels sont le nombre d'adhérents des partis politiques, ils sont absolument pas du tout représentatifs, encore moins que allez, on va les pas faire la organisations. bataille des chiffres, mais oui, mais c'est important. C'est pas tout à fait représentatif de l'ensemble des salariés en France. C'est les élections professionnelles qui dictent la représentativité. Eddy Fouché, quelle est la stratégie selon vous de la CGT? Est-ce qu'il y a une stratégie de la CGT ou sa seule et unique stratégie, c'est la défense des salariés? C'est difficile de parler de la stratégie d'un mouvement social parce que avec... Vous avez un regard quand même extérieur. Vous étudiez quand même, vous êtes sociologue, vous étudiez le fonctionnement, entre autres, des syndicats, des mouvements sociaux, etc. Pas les syndicats. Mais la stratégie de la CGT, en l'occurrence, enfin pour ce qu'on peut voir, effectivement, c'est de jouer le bras de fer avec le gouvernement. Et je dirais de l'autre côté, le gouvernement... en se basant pour la CGT effectivement sur l'impopularité initiale de la loi, un certain nombre de mobilisations très importantes et qui durent, hein, parce que ça c'est l'originalité de ce mouvement social, c'est qu'il dure dans le temps. Et de l'autre côté, effectivement, le gouvernement qui semble jouer la montre. Il joue un petit peu à l'italienne pour rendre hommage à M. Toscano, c'est-à-dire tout en défense et on joue la montre et en essayant d'aller en prolongation et de gagner au tir au but. Et le tir au but, ça sera la seconde lecture à l'Assemblée nationale, en espérant qu'il n'y ait pas plus de frondeur et qu'il n'y ait pas de motion de censure. Mais plus sérieusement, je pense que dans l'état actuel des choses, c'est difficile de voir comment ça va se dénouer, parce que le Premier ministre dit qu'il n'y a pas de dialogue possible. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il dit qu'il ne retirera pas. Pardonnez-moi, il dit on ne retirera pas le texte. D'abord, la CGT aujourd'hui, on n'est pas sûr. Oui, c'est pas très clair. On n'est pas sûr aujourd'hui Philippe Martinez, il parle plus de retrait du texte. Majoritairement à la CGT, il demande le retrait du texte. Non, c'est pas clair. Vous savez, moi là-dessus, j'en suis. Vous jouez sur les mots. Non, je ne joue sur aucun mot. Premièrement, ce qu'on veut, c'est un autre projet. La deuxième chose, le Premier ministre, il dit très clairement. Et la majorité parlementaire dit très clairement, on ne touchera pas à la philosophie du texte. Mais voilà. Ça ne veut pas dire, écoutez... Oui, mais il a déjà pas mal touché à la philosophie. Hugues Fourage, pardonnez-moi, mais il a déjà beaucoup touché à la philosophie du texte entre la première mouture et celle d'ici. Bah si, vous ne pouvez pas me dire le contraire, c'est plus du tout le même texte. Non mais attendez, il faut aussi réhabiliter... Il peut encore changer encore un peu plus la philosophie du texte, il n'en restera rien. Il y a un accord qui a été fait avec la CFDT, je crois qu'il y a un accord, l'UNSA, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi respecter les paroles et les accords qui ont été donnés. Et puis, franchement, quand vous le dites ça comme ça, moi, je crois qu'il faut aussi réhabiliter le travail du Parlement. 800 amendements dans cette loi ont été pris en compte par le gouvernement. 800 amendements qu'on a fait, notamment, enfin pas que nous, mais globalement, la majorité et le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'il faut aussi avoir ça à l'esprit. Donc franchement, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que veut faire la CGT. Quelle est la finalité? Vous pensez que c'est quoi la stratégie de la CGT? Vous en avez quand même une petite idée? Je ne sais pas. Parce que franchement, quand on regarde, si on vient sur l'article 2,
sur les accords d'entreprise. C'est le syndicat en France qui signe le plus d'accords d'entreprise. C'est vrai. C'est le syndicat. Mais oui, tout à fait. C'est pour ça que nous Alors, sommes favorables à la négociation. Est-ce que vous craignez, parce que c'est ça la question, est-ce que vous craignez le bon sens des salariés? Est-ce que vous croyez qu'on a fait il y a 30 ans... Et si vous écoutez... Allez, on laisse, Céline Verzelletti, on laisse parler Hugues Fourage, s'il vous plaît. Il y a 30 ans, la décentralisation. On a rendu du pouvoir aux collectivités locales, de l'autonomie, la capacité de décision et finalement d'être un peu majeur. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans cette loi? C'est de rendre un peu de pouvoir dans la négociation sociale au sein de l'entreprise et de considérer que c'est à ce niveau-là, au niveau proche, dans la proximité, qu'on peut justement décider au mieux. Regardez l'article aujourd'hui sur Michelin dans les Échos. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Et donc finalement... Moi, je crois que vous n'avez pas confiance dans les salariés. Vous n'avez pas confiance dans la capacité des salariés à pouvoir négocier. Or, qu'est-ce qu'on fait dans cette loi? Notamment quand il n'y a pas de syndicat. On met du mandatement. Il y a le mandatement syndical qui peut venir. Et on augmente de 20% aussi la capacité des délégations syndicales. Franchement... Alors, dites-moi pourquoi les salariés ne sont pas favorables à ce projet de loi. Non, mais les salariés, vous voyez bien. Non, c'est la CGT, c'est différent. Non, c'est pas vrai. Il y a des sondages. C'est la CGT. Non, pas d'amalgame et pas de généralisation, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire que vous représentez tous les salariés et qu'aujourd'hui les Français. Je dis qu'il y a eu de multitudes de sondages qui ont bien dit. Mais vous voyez bien qu'avec de la pédagogie, quand on explique, on fait évoluer les choses. Et que les salariés, c'est vous-même qui méprisez les salariés. Non, pas du tout. Ils se sont exprimés et ils disent qu'ils ne sont pas favorables à ce projet de loi. Franchement, je vous ai écouté. Oui, mais je vois aussi que la parole, elle passe aussi avec Eddy Fougier et Alberto Toscano. Voilà, il faut que le temps de parole soit équitable aussi. C'est pas un problème. Allez, non, là c'est surtout pour Eddy Fougier et Alberto Toscano que le temps de parole n'a pas tout à fait été équitable. Juste terminer sur la question quand même de l'article 2 de l'inversion des normes et dire aux salariés et dire aux Français que c'est une chimère, cette question de l'inversion des normes. Parce que s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, c'est le code du travail qui s'applique. Donc, franchement, on a tout intérêt. Et un accord d'entreprise, c'est pour le mieux dans l'entreprise. Et donc, s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, c'est le code du travail qui s'applique. Franchement, où est le risque? Le risque, il n'existe pas. C'est simplement le dialogue social au sein de l'entreprise. Céline Verzelletti, et ensuite je donne la parole à Eddy Fougier. Céline Verzelletti, est-ce que la stratégie de la CGT, finalement, est-ce qu'elle n'a pas en vue les élections professionnelles de 2017 et d'apparaître... Non, mais je vous pose la question. Bah si, elle est légitime, cette question. C'est normal, il y a des élections. On fait campagne quand il y a des élections. C'est vrai pour les partis politiques et c'est vrai aussi pour les syndicats et c'est normal. C'est le contraire qui ne serait pas normal. Il y a des élections professionnelles en 2017. Est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie de la CGT, qui est en perte de vitesse, est-ce que c'est pas justement d'apparaître comme un syndicat d'opposition qui va défendre jusqu'au bout les salariés pour rafler plus de voix pour les élections professionnelles de 2017? Est-ce que vous n'êtes pas en campagne? Non, nous n'avons pas une posture électorale comme ça, comme peuvent l'avoir certains politiques en effet, où on a l'impression qu'ils sont vraiment dans une posture politicienne, où ils restent droits dans leurs bottes, qu'ils ne bougeront pas parce qu'il faut montrer de la fermeté, parce que ça pourrait plaire à des électeurs. Pas du tout. Nous regardons ce qui peut être bien pour les salariés. On l'a dit, ce projet de loi marque des régressions sociales et donnera moins de droits aux salariés. Donc ça, c'est un problème. On travaille, on milite vraiment pour le mieux et pour améliorer les conditions des travailleurs. Ça, c'est très clair. Et ils ne s'y trompent pas, eux, puisqu'ils ont bien vu que justement, ce code du travail qui ne va plus garantir un socle commun pour tous les salariés, quel droit en moins? Mais écoutez, quel droit en moins? Sur le temps de travail. Mais vous savez très bien que si, puisque le socle commun va être amoindri, puisque par accord, on pourra déroger justement au code du travail et aux garanties données aux salariés. Allez, on va donner la parole si vous le voulez bien. Donc, en tout cas, pour répondre à votre question... Oui, s'il n'y a pas de campagne électorale. Non, puisque de toute manière, il y a des élections à tout moment dans les entreprises, et c'est après qu'il y a un calcul. Il y a des élections professionnelles en 2017. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais bon. Si vous le dites... Eddy Fougier, est-ce que les syndicats, justement, sont représentatifs en France des salariés? On connaît les chiffres, même si dernièrement ils ont été un petit peu revus à la hausse, mais il y a très peu de salariés qui sont adhérents au syndicat. Alors après, ceux qui votent dans les élections professionnelles, ils ne sont pas non plus, les taux d'abstention sont importants. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces chiffres sont souvent inférieurs à ceux de pays qui ne sont pas nécessairement très pro-syndicats, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Comment vous expliquez ça, justement, ce paradoxe? Bon, il y a des explications
assez classique sur le fait qu'effectivement les corps intermédiaires que sont les syndicats et les partis politiques ne sont pas très attractifs aux yeux des Français, parce qu'on le sait très bien, les partis politiques ont du mal, le Parti socialiste ou républicain, ils s'attendaient à avoir beaucoup d'adhérents, il y en a assez peu, ça n'intéresse plus nécessairement, je pense que beaucoup de salariés n'ont pas nécessairement le temps non plus de s'investir dans des associations. Et ensuite, il y a peut-être une explication aussi sur le fait que, effectivement, il y a beaucoup de syndicats en France, c'est l'une des singularités, et que ces syndicats sont peut-être aussi, et là, bien sûr, tout le monde ne va pas être d'accord autour de cette table, mais dans une posture qui n'est pas nécessairement la posture la plus réformiste, et donc certainement la plus efficace, parce que je ne suis pas certain, au bout du compte, que 3 mois de grève, ce soit efficace. Quand vous dites pas une posture réformiste, donc là vous faites référence à la CGT, c'est quoi? C'est une posture CGT ou Sud ou d'autres. Arrière-gardiste pas nécessairement arrière-gardiste, mais dans une logique de rapport de force. Quand on regarde effectivement ce qui se passe dans d'autres pays où on va avoir des négociations, des dialogues. Alors ça vaut de l'autre côté aussi. Peut-être que et les gouvernements et les entreprises sont dans cette logique aussi d'affrontement. C'est peut-être culturel, mais effectivement en France on fait grève pour lancer un combat, pour avoir un rapport de force, pour négocier avec un rapport de force favorable. En général, dans des pays plutôt scandinaves, par exemple, on va faire grève si on n'arrive pas à aboutir à un accord au bout d'un certain nombre de négociations. Ça sert finalement à faire pression, c'est ça sur... C'est pour montrer, c'est pour faire le gros dos. Et effectivement, les chiffres de 1 million, c'est pour dire, voilà, on est là. On est là. Et je pense qu'il y a aussi un message subliminal, parce qu'il y a la loi El Khomri, mais la loi El Khomri, c'est un petit soldat à côté de l'armée qui arrive. Et l'armée qui arrive, c'est potentiellement les candidats républicains, les primaires, et toutes les réformes qui sont annoncées. La loi El Khomri à côté, c'est rien. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi un message subliminal qui est de dire attention. Je parle du côté de la CGT et du côté des syndicats et des mouvements qui sont proches, de dire attention, on est là, parce qu'il y a la loi El Khomri, certes, mais effectivement, ce qui s'annonce peut-être en 2017, parce qu'il peut y avoir une alternance potentiellement, on sera là pour marquer le terrain aussi. Je pense qu'il y a ce message subliminal, même s'il est plus inconscient. Il faut quand même finir par se réconcilier aussi, parce qu'il y a aussi 2017, et je ne pense pas que la CGT se réjouisse de voir arriver un candidat Pas sûr qu'elle appelle à voter Hollande cette fois. Pas sûr qu'elle appelle à voter Hollande cette fois. Il faudrait qu'elle prenne ses responsabilités, parce que si ce n'est pas effectivement quelqu'un de gauche et de gauche réformiste ou social-démocrate, vous venez de le dire, quand on voit ce qui se passe au Sénat et comment ils sont en train de dénaturer le texte et la façon dont ils le font, franchement, pour le coup, madame, on ira manifester ensemble. Bon, mais ça aurait été bien que le débat puisse aller à terme à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense que l'utilisation du 49.3 n'était pas une... Allez, le dernier mot pour Alberto Toscano. Justement. Alors, j'ai dit candidat UMP, non, c'est candidat Les Républicains, j'ai encore du mal. C'est une usurpation. Il y a un problème de réforme de l'État social partout, de l'État-providence partout. Et le problème, le défi est la réforme. Réformer sans dénaturer. Ça, c'est le défi pour tous les pays européens. En Italie, l'arrivée, Renzi l'a réformé. Renzi a fait une réforme. Évidemment, une partie du mouvement syndical l'a critiqué. Mais cette réforme, relativement, marche. Le Jobs Act. Le Jobs Act, la réforme du travail. De toute façon, aujourd'hui, il y a des grèves en Espagne, aujourd'hui en France, dans différents pays européens, parce que les problèmes sont communs. Et il y a des problèmes de certains critères à respecter, des critères financiers, le déficit, la dette, tout ça. Et ça a été dit que l'année prochaine, si un nouveau gouvernement voudra respecter ces critères européens, que la France, un jour ou l'autre, devra bien respecter. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fera sur le plan budgétaire, point d'interrogation. Donc, il y a des problèmes de réforme de l'État-providence qui sont les mêmes partout et des problèmes plus stricts de respect de certaines normes budgétaires que nos pays ont voté et ratifié dans des traités qu'on décidait tous ensemble. Or, l'avenir est un avenir qui exige un dialogue, qui exige un accord vaste entre partis et entre forces sociales. Est-ce que la France a envie
de réformer dans le dialogue, en sachant que l'alternative, elle est probablement vers des crises bien plus graves que les actuelles. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. La prochaine mobilisation, c'est quand? Il y a une date? C'est le 23 juin et le 28 juin. Il y a d'ailleurs 2 dates. 23 et 28 juin. On verra si le gouvernement vous autorise ou pas à manifester. Visiblement, c'est pas gagné encore. Cas, encore une fois. Ça sera au cas par cas. On aura l'occasion d'en parler. Allez, je vous dis un petit mot de foot pour être un peu plus léger. Alors, on est à combien? La Suisse, Suisse-Roumanie, on est à égalité, 1-1. Le match est terminé. Donc. Voilà, vous voulez peut-être ajouter un petit commentaire sportif? C'est une bonne nouvelle pour la France. C'est une bonne nouvelle pour la France. Voilà, je n'osais pas le faire. C'est pas très sportif. Moi, je pense qu'on peut peut-être se retrouver. Je dire que c'est une bonne nouvelle pour la France. Moi, je vous crois. Le match avec l'équipe de France. Moi, je suis avant tout français et je soutiens l'équipe de France. Ça, je me garantis. Alors là, là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pourquoi vous êtes pour la Roumanie ou pour l'Albanie? Je n'ai pas dit que je ne soutenais pas. Ce que j'aime bien, c'est de voir du beau sport, un beau match où les footballeurs se soient éclatés. Donc les scores, juste les scores. Allez, on va tous ensemble regarder le match. Allez, on dit tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mercredi. Alors c'est vrai, il y a un article à lire sur le site Slate, notamment comment l'hôpital Necker est devenu le symbole de ce qui agite la France. Alors il faut souligner qu'en marge des manifestations, des vitrines ont été détruites, et il faut aussi souligner, ce que fait cet article, que le fils des 2 policiers qui ont été assassinés se trouvait dans cet hôpital Necker, et finalement, symboliquement, 2 actualités se télescopent, et c'est ce que souligne cet article. Alors évidemment, ça a suscité énormément de réactions, notamment des réactions politique. Marisol Touraine évoquait une attaque insupportable de casseurs contre l'hôpital Necker, honteux. Mon soutien aux professionnels de santé. Du côté de Philippe Vigier, pour le centre, quand les grévistes s'en prennent à des enfants malades, c'est intolérable, les sanctions doivent être exemplaires. Et puis ce dessin extrêmement partagé aujourd'hui sur Twitter, le dessinateur Alex imagine un sujet de philo: vandaliser un hôpital pour enfants fait-il de moi une merde ou une sous-merde? Un sujet particulièrement partagé sur les réseaux sociaux. Cet internaute l'a partagé en écrivant: toute revendication a ses limites. Alors il faut tout de même souligner qu'on a énormément vu ces images, mais il y a assez peu d'articles qui s'intéressent à la façon dont les événements se sont vraiment déroulés. Le site du Monde et ses pages, le décodeur, tentent de le faire, et il souligne, comme le Huffington Post également, qu'en réalité il n'y avait pas un groupe qui a décidé de s'en prendre à l'hôpital Necker. Beaucoup de témoins ont parlé d'un homme avec une massue qui a détruit les vitres de l'hôpital avant qu'un certain nombre de manifestants lui fassent comprendre qu'il s'agissait d'un hôpital. Et parmi les manifestants, beaucoup étaient un petit peu écœurés d'imaginer qu'on les associe à cette dégradation, comme cet internaute qui dit: la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas de taper sur une vitre d'hôpital, mais pourquoi une personne qui le fait délégitimerait toute une manifestation? À quel moment on arrive à faire d'une manifestation d'1 million de personnes, c'est le chiffre qui est à l'avance, un sujet où un gars tape dans une vitrine? Et puis il y a un témoignage aussi qui a été très largement relayé par les internautes, le témoignage d'une mère de famille dont l'enfant était hospitalisé à Necker, mais qui considère que finalement ces vitres brisées, ce n'est rien par rapport à la situation dans laquelle se trouvent un certain nombre d'hôpitaux en France. Elle raconte ses déboires, ses déconvenus, ces moments de peur pour son fils. Quand on a cardio, on annule 3 fois l'intervention chirurgicale de ton gosse parce qu'on n'a pas assez de chirurgiens et trop d'urgences. Enfin, elle souligne toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Un témoignage qui a largement été relayé sur les réseaux sociaux, comme par cette twitto Clara. Alors, il n'en fallait pas plus pour que certains considèrent, comme c'est le cas sur le site de Marianne, que finalement, le gouvernement tente d'en profiter pour discréditer la CGT. Merci beaucoup, merci Karim. C'est la fin de cette chronique, une chronique complète à 20h45. Merci à tous les 4 d'avoir participé encore à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. À demain.